Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminale spécialité physique-chimie consacré à la force d'un acide. Pour introduire cette vidéo, nous allons regarder le dessin suivant qui représente trois solutions acides. Donc à gauche, vous avez ici une solution d'acide chlorhydrique, au milieu une solution d'acide lactique et à droite une solution d'acide éthanoïque. Chaque solution a la même concentration en soluté apportée, c'est-à-dire ici 1,0010 puissance moins 2 mol par litre. À l'aide d'un pH mètre, on mesure le pH de ces trois solutions. On constate que le pH est différent. Nous avons le pH le plus bas pour l'acide chlorhydrique, ensuite l'acide lactique, puis l'acide éthanoïque. Ce qui veut dire que la solution plus acide, ça sera la solution d'acide chlorhydrique suivie de l'acide lactique et de l'acide éthanoïque. Alors pourquoi ce pH est différent, sachant que initialement on avait la même concentration en soluté apportée? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir la différence entre un acide fort et un acide faible, puis nous définirons une grandeur très utilisée en thermochimie qui est la constante d'équilibre, et enfin nous verrons ce qu'on appelle les diagrammes d'un couple acide-base. Qu'est-ce qu'un acide fort? Alors un acide fort, il est défini ainsi, c'est un acide qui réagit totalement avec l'eau. Ici on va écrire l'équation de la réaction correspondant entre un acide fort qui sera noté H quand il réagit avec l'eau, donc il se forme la base conjuguée de l'acide fort qu'on notera A- et donc un ion H3O+. On va considérer qu'on a un volume V dans lequel cette réaction a lieu, donc c'est le volume V d'acide fort, et on a une concentration initiale en acide fort qu'on notera petit c. Donc voici le tableau d'avancement correspondant à cette réaction. Il faut savoir que l'eau c'est le solvant, donc sa quantité de matière au cours de la réaction va très peu varier, donc on met XC, XC, donc on n'en tient pas compte en fait. Alors initialement l'avancement vaut 0, et donc je vais exprimer la quantité de matière d'acide fort, donc c'est C fois V, puisque sa concentration c'était C et le volume V, et il n'y a pas de produit, donc A-0, H3 plus 0. Au cours de la réaction, donc je note X l'avancement, donc la quantité de matière de H ça va être C fois V moins X, la quantité de A moins X et H3 plus X. Au final, étant donné que l'eau est en excès, le seul réactif c'est H, donc la réaction va s'arrêter lorsque j'aurai épuisé AH, donc XF va être égal à C fois V. Ainsi donc là j'aurai bien 0, et là j'aurai formé XF au niveau de A- et H3O+. Au final, là vous allez voir, je vais exprimer les concentrations des différents réactifs et produits, parce que vous allez voir par la suite, ce sont ces concentrations-là qui vont nous intéresser. Alors si je commence par le réactif, étant donné que je l'ai épuisé, cette concentration va être nulle, et les deux produits auront la même concentration, puisque leur quantité de matière tout au long de la réaction est la même, et donc j'aurai la concentration en H3O+, sera égale à la concentration de A-, et que l'on notera petit c. Une fois que j'ai la concentration en H3O+, je vais pouvoir exprimer maintenant le pH de la solution. Pour rappeler la définition qu'on avait donnée en début d'année, pH égale moins log de la concentration en H3O+. Or, dans cette définition, il y avait une petite erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la vraie notation, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fonction transcendante en maths, notamment le log, l'exponentiel, le sinus, le cosinus, la tangente, aussi bien la fonction ne doit pas avoir d'unité, mais aussi son argument ne doit pas avoir d'unité. Donc là, vous voyez, la fonction n'a pas d'unité puisque le pH est sans unité, donc ça c'est logique. Par contre, l'argument, donc la concentration H3O+, a une unité, c'est des moles par litre, donc c'était pas correct. C'est pour ça qu'on va diviser par C0. C0, ce qu'on appelle la concentration standard. Donc en fait, cette opération ne sert à rien puisqu'on va diviser par C0 qui vaut 1 mol par litre. Mais l'intérêt, c'est qu'on fait disparaître l'unité de l'argument. Et donc, au final, donc, le pH d'une solution d'acide fort est égal à moins log de C sur C0. Qu'est-ce qu'un acide faible? Contrairement à un acide fort, un acide faible ne va pas réagir totalement avec l'eau. On va parler de réaction équilibrée. Voici l'équation de la réaction correspondant à la réaction entre un acide faible et de l'eau, donc qui va former A- la base conjuguée de H et un ion H3O+. Notez ici, donc il n'y a plus la flèche, mais une double flèche signifiant que la réaction peut avoir lieu dans les deux sens. Donc on va considérer un volume V d'acide faible de concentration initiale C. On va dresser son tableau d'avancement. Donc l'eau étant toujours le solvant, il est en excès, donc sa variation de quantité de matière va être négligée. À l'état initial, lorsque l'avancement vaut 0, donc les quantités initiales de AH vont être C fois V, et il n'y a ni A- ni H3O+. Au cours de la réaction, donc la quantité de AH va passer de C fois V à C fois V moins X, et on va former X A- et X H3O+. Et au final, contrairement à une réaction avec un acide fort, XF ne sera jamais égal à C fois V, puisque la réaction ne va pas aller jusqu'au bout. Donc ici, on va avoir C fois V moins XF, qui sera différent de 0, et on va former XF et XF. Alors, on va noter Xmax, le produit C fois V. Xmax étant la valeur maximale qui veut prendre l'avancement. Vous avez vu que pour la réaction d'un acide fort, cet avancement maximal était égal
à l'avancement final. Mais pour une réaction avec un acide faible, donc on dit que la réaction est équilibrée, le XF ne sera jamais égal à Xmax. Et donc on va définir ainsi ce qu'on appelle le taux d'avancement, qu'on notera taux, qui sera le rapport de XF sur Xmax. Ce qui veut dire que si je prends un acide fort, par définition XF sera égal à Xmax, et donc taux sera égal à 1. Et pour un acide faible, son XF sera toujours inférieur à Xmax, donc taux ne pourra pas être égal à 1, il sera toujours inférieur à 1. Au final, on va exprimer les concentrations pour les réactifs et les produits. Pour le réactif, il n'y en a qu'un seul. Sa concentration va être exprimée ainsi. C'est C fois V moins XF que divise V. Et donc on peut le simplifier en disant que c'est C moins XF sur V. Et sachant que XF sur V, c'est la concentration en H3O+, on peut dire que c'est C moins H3O+. Donc la concentration en H3O+, sera égale à la concentration en A-, et donc sera égale à XF sur V. Et donc, à partir de là, on peut calculer le pH en faisant moins log donc, de H3O+, divisé par C0. Et donc, on trouvera toujours une valeur qui sera supérieure à moins log de C sur C0, puisque H3O+, est inférieur à C. Comment interprète-t-on une réaction équilibrée? On peut l'interpréter d'un point de vue microscopique en disant que une réaction chimique peut être vue comme des chocs entre molécules. Donc, on va utiliser l'animation pour essayer de bien comprendre ce phénomène. Voici l'animation qui va permettre de comprendre la différence entre une réaction totale et une réaction équilibrée. Je vous explique ici le principe. Ici, nous avons deux réactifs, des sphères bleues et des sphères rouges, qui vont donner deux produits, des sphères vertes et des sphères jaunes. Initialement, il y a 50% ou 50 si vous voulez molécules bleues, 50 molécules rouges, aucune verte et aucune jaune. Et j'ai défini ici l'efficacité des chocs 10 sur 10, donc c'est-à-dire que dès qu'une sphère bleue va rencontrer une sphère rouge, ça va former les deux produits. Par contre, si deux produits se rencontrent, il n'y a aucune chance qu'ils forment les deux réactifs. Je lance l'animation. Donc je laisse, voilà. Là, vous voyez, les deux produits sont formés. Donc je le mets en accéléré, enfin en vitesse normale on va dire. Donc là vous avez un graphique qui vous montre l'évolution des quantités de matière en pourcentage. Donc les bleus qui sont ici vont décroître jusqu'à 0, tandis que la verte qui est un produit va croître jusqu'à 50%. À la fin j'aurai 50% de jaune et 50% de verte. À présent nous allons simuler une réaction équilibrée. Alors quelle est la différence? Vous voyez, donc les quantités de matière initiale sont toujours uniquement les réactifs. L'efficacité dans le sens réactif, donc produit, je ne l'ai pas changé. Par contre, j'ai modifié l'efficacité des chocs dans le sens produit, donc réactif. C'est-à-dire que si une sphère verte percute ou choque une sphère jaune, eh bien on va produire les réactifs. Donc je lance l'animation. Donc là, vous voyez, j'ai produit les produits. Et donc il va falloir attendre un petit peu, mais si maintenant une sphère verte rencontre une sphère jaune, eh bien je vais produire les deux réactifs. Voilà. Et donc au niveau de la courbe, qu'est-ce qu'on va constater? Ici, au lieu que ça tende vers 0%, ça va tendre vers 25%. C'est-à-dire qu'à la fin, j'aurai en fait 25 moles de verte, 25 moles ou 25% si vous voulez de jaune, 25% de bleu et 25% de rouge. Je vais résumer ici ce qu'on a vu à travers l'animation. Donc pour une réaction totale, en fait, les chocs sont efficaces que dans un seul sens, c'est-à-dire lorsque les réactifs se rencontrent, ça forme des produits. Donc il n'y a aucune chance de voir les produits donner les réactifs. Et donc les quantités de matière, donc le réactif, cette quantité de matière va tendre vers 0, tandis que les produits, eux, ils vont tendre vers la valeur maximale en fin de réaction. Maintenant, si on prend une réaction équilibrée, mais la probabilité pour que les deux produits donnent les réactifs n'est pas nulle. Donc là, dans l'animation, j'avais mis la même efficacité aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et donc à la fin, vous voyez donc les réactifs, cette quantité de matière va tendre vers la moitié et l'autre moitié sera tenue par la formation des produits. À présent, nous allons considérer une équation de réaction qui est équilibrée et que l'on va écrire ainsi: alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D. Par rapport à cette équation de réaction, je vais écrire ce qu'on appelle le quotient de réaction. Alors, le quotient de réaction, il est défini ainsi, donc on notera QR, Q comme quotient, R comme réaction, et c'est le produit de ces grandeurs A qu'on appelle l'activité, donc c'est le produit des activités des produits à la puissance leur coefficient stoichiométrique respectif. Et on divise par le produit des activités des réactifs, pareil, à la puissance leur coefficient stoichiométrique. A, c'est l'activité, cette grandeur n'a pas d'unité. Ensuite, on va voir justement comment on exprime ces activités selon la nature du réactif ou du produit.
Alors si c'est un liquide pur ou un solvant, son activité sera égale à 1. Donc en fait, c'est comme si elle n'a aucune conséquence sur le quotient de réaction. Pareil pour un solide pur, son activité est de 1. Par contre, pour un soluté, c'est ce qui nous intéressait ici, nous, pour la force d'un acide, son activité c'est égal à la concentration de ce réactif ou de ce produit divisé par C0. Alors C0, c'est le même qu'on a eu pour le pH, ça vaut 1 mol par litre, c'est la concentration standard, et son intérêt, parce que comme je disais tout à l'heure, l'activité n'ayant pas d'unité, pour que ça soit homogène, il ne faut pas écrire que AI égale CI, mais que AI égale CI sur C0. Mais en fait, la concentration est égale à l'activité si celle-ci est exprimée en mol par litre, et à ce moment-là, on dit AI égale à CI sans unité. Donc on va appliquer cette définition à justement notre réaction entre un acide faible et de l'eau. Donc voilà comment s'exprime le quotient de réaction. Donc c'est le produit de la concentration en A- que multiplie la concentration en H3O+, à la puissance leur coefficient, mais comme c'est 1 et 1, donc il n'apparaît pas ici de puissance, divisé par le produit des activités des réactifs, donc la concentration en H, fois, alors il ne faut pas faire la concentration de l'eau, puisque l'eau est le solvant, donc son activité est 1, et donc ça simplifie, puisque x1, ça n'a pas de conséquences sur le quotient de réaction, donc on peut dire que c'est la concentration de A- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de AH. Comment peut-on prévoir l'évolution d'une réaction? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une réaction chimique a lieu, elle va évoluer de manière à faire tendre son quotient de réaction vers une valeur d'équilibre. Alors cette valeur d'équilibre, on appelle ça la constante d'équilibre. Et on la note K entre parenthèses T. Alors cette constante va être propre à la réaction chimique étudiée et elle va dépendre en plus de la température uniquement. D'où ce T entre parenthèses. Ce que l'on sait maintenant, c'est que si j'ai une équation de réaction, des quantités de matière, de réactifs et de produits initiaux et de la valeur de KT, on va pouvoir répondre à deux questions. La première, c'est dans quel sens va évoluer la réaction. Donc ça peut être dans le sens 1 ou dans le sens 2, on le verra juste après. Et quelles seront les proportions de réactifs et de produits lorsque la réaction va s'arrêter, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'on est à l'équilibre. Avant tout, on va préciser ce qu'on appelle le sens 1 et le sens 2 d'une réaction. Donc ici, vous avez à gauche les réactifs, à droite les produits. Donc si la réaction a lieu dans le sens les réactifs donnent les produits, on appelle ça le sens 1. Et si la réaction a lieu dans l'autre sens, c'est-à-dire les produits donnent les réactifs, on appellera ça le sens 2. Ensuite, je vais vous faire apparaître l'expression simplifiée du quotient de réaction. Pour faire simple, on peut dire que c'est le rapport des produits que divisent les réactifs. Et maintenant, donc, vous vous rappelez qu'on a dit que la réaction va évoluer de manière à faire converger le quotient de réaction vers la constante d'équilibre. À l'équilibre, donc la réaction va s'arrêter lorsque le quotient de réaction sera égal à la constante d'équilibre. Donc là, je fais apparaître un axe horizontal correspondant à la valeur du quotient de réaction, sachant que ce quotient de réaction va évoluer au cours de la réaction. Et là, je fais apparaître ma constante d'équilibre qui, elle, est indépendante de l'avancement. C'est une valeur figée qui dépend de la température et de la réaction étudiée. Premier cas, on va considérer qu'on a mis des réactifs et des produits de telle sorte que le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce quotient de réaction doit augmenter pour finir avec une égalité par rapport à la constante d'équilibre. Et pour ça, donc, il va falloir que la quantité de produit augmente par rapport à la quantité de réactifs. Donc la réaction va bien avoir lieu dans le sens 1. Maintenant, deuxième situation, le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre. Donc là, c'est l'inverse. QR2 va devoir diminuer pour converger vers la valeur de K. Donc à ce moment-là, il va falloir augmenter la quantité de réactifs et diminuer la quantité de produits. Donc là, c'est la réaction va avoir lieu dans le sens 2. Il faut retenir deux choses, c'est-à-dire que si la constante d'équilibre est supérieure à 1000, donc une valeur très grande, il y a très peu de chances que le quotient de réaction soit supérieur à cette valeur. Donc il sera toujours inférieur et donc il va être obligé d'augmenter. Donc là, on va parler d'une réaction totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux possibilités qui existent. Si la constante d'équilibre est très grande, donc on prend comme valeur limite 1000, et on considère que la réaction est totale. Par contre, si le quotient, la constante d'équilibre est inférieure à 1000, là on peut considérer qu'elle est équilibrée puisque en fonction des réactifs et des produits que l'on met, la réaction peut avoir lieu dans le sens 1 ou dans le sens 2. À présent, nous allons revenir sur nos réactions acides faibles avec de l'eau. Et on va définir ce qu'on appelle la constante d'acidité qu'on va noter Ka. Qu'est-ce que la constante d'acidité? C'est tout simplement la constante d'équilibre de la réaction d'un acide faible avec l'eau. Donc là, vous avez l'équation de la réaction entre un acide faible AH qui réagit avec la base du couple H3O plus H2O et ça va former donc A- et H3O+. La constante d'équilibre, c'est une donnée. Donc ici, le Ka, pareil, ça va être une donnée propre à un type d'acide faible. Mais là, ce que je vais établir, c'est la relation
entre cette donnée qui est la constante d'équilibre et le quotient de réaction à l'équilibre. Donc il suffit d'exprimer, donc on l'avait fait dans les diapos précédentes, la constante d'équilibre de cette réaction-là à l'équilibre, d'où le EK ici en indice pour les concentrations. Donc on a bien la constante d'acidité qui est une donnée qui sera égale à la concentration en A- à l'équilibre. Donc la concentration en A-, vous verrez que le EQ après on va l'éliminer, mais en premier temps je le mets pour que vous compreniez bien le principe. Donc Ka c'est à la concentration en A- fois la concentration en H3O+, divisé par la concentration en H. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ka comme H3O+, vont prendre des valeurs relativement petites, c'est du style 10-2, 10-3 jusqu'à 10-13, et donc on va préférer définir notre grandeur qu'on appelle le pKa, et c'est le même principe qu'on avait vu entre le pH et H3O+. C'est pour ça que je vous ai remis ici la formule, donc pH égale moins log de H3O+, donc à partir de là je peux exprimer la concentration en H3O+, en disant que c'est 10 moins pH. Mais de la même façon, donc on va définir le pKa par rapport au Ka en disant que pKa est égal à moins log de Ka. Et si je veux connaître Ka connaissant le pKa, en fait Ka c'est 10 puissance moins pKa. Le Ka ou pKa caractérise un couple acide faible, base faible. Pour comparer les différents couples, on utilise une échelle de pKa, donc une échelle verticale, où l'on va faire apparaître ici les différentes valeurs de pKa correspondant à différents couples acide-base. Alors ces valeurs sont données à 25 degrés Celsius. Vous vous rappelez que la constante d'équilibre dépend de la température, et donc la constante d'acidité va aussi dépendre de la température. Nous allons en citer quelques-uns. Déjà, notons que les valeurs limites des pKa en solution aqueuse, c'est 0 et 14. Pourquoi? Lorsque pKa vaut 0, en fait, on a affaire à un acide fort qui correspond à l'ion oxonium, donc c'est le couple H3O plus H2O. Et lorsque le pKa vaut 14, là, on a affaire à l'ion hydroxyde avec le couple H2O HO-. Dit autrement, H3O+, c'est l'acide le plus fort en solution aqueuse et HO- la base la plus forte en solution aqueuse. Lorsque le pKa va tendre vers 0, c'est que l'acide sera de plus en plus fort. Et inversement, pour une base faible, lorsque son pKa tend vers 14, on a des acides faibles qui sont de plus en plus forts. Alors on va prendre juste quelques exemples. L'acide méthanoïque, vous voyez ici, HCOH, avec l'ion méthanoate, ont un pKa de 3,8. Après nous avons au-dessus, donc très connu, l'acide éthanoïque avec l'ion éthanoate. Ici nous avons l'acide hypochloreux avec l'ion hypochlorite. Vous voyez que le pKa augmente. Ensuite, nous avons l'ion ammonium, NH4+, avec l'ammoniac, NH3, avec son pKa de 9,2. Ensuite, nous avons l'ion méthylammonium, ici CH3, NH3+, avec la méthylamine, ici CH3, NH2. Pour terminer, je vais citer l'alanine, qui est un acide alpha-aminé, et qui est une espèce amphotère, comme les lots. Vous avez vu que l'eau là apparaissait comme une base dans ce couple-là, puis comme un acide ici. Mais l'alanine, c'est pareil. Là, elle va apparaître comme une base, et ici comme un acide. Donc ce couple-là aura un pKa de 2,4. Et pour passer de là à là, vous voyez qu'il y a une perte de cet ion H+, ici. Et là ensuite, pour passer de là à là, il y a une perte du H+, du NH3+, qui devient NH2. Voilà quelques exemples de couples acide-base avec leurs différents pKa. Pour finir cette partie sur la constante d'équilibre, nous allons parler du produit ionique de l'eau. Donc qu'est-ce que le produit ionique de l'eau, noté Ke? Dès qu'on a de l'eau, on va observer le siège d'une réaction qui s'appelle l'autoprotolyse. En effet, les molécules d'eau vont se dissocier en H3O+, l'ion oxonium, et ion HO- hydroxyde. Donc cette réaction va être une réaction équilibrée qui va être caractérisée par une constante d'équilibre que l'on va appeler Ke. Si je l'exprime à l'équilibre, on va appeler la constante d'équilibre va être égale au quotient de réaction à l'équilibre. Le seul réactif c'est l'eau, donc son activité sera de 1. Par contre les deux produits H3O+, HO-, on va faire apparaître ici leur concentration, les coefficients stoichiométriques étant 1 et 1, donc on a juste le produit des concentrations de l'ion hydroxyde et de l'ion oxonium. À 25 degrés, cette constante d'équilibre vaut 1 10 puissance moins 14. Si je suis maintenant dans de l'eau pure, c'est-à-dire que ces ions sont dus uniquement à la dissociation de molécules d'eau, en fait ces deux quantités d'ions seront égales, et elles seront égales à la racine de la constante d'équilibre Ke. Donc on va trouver 1,010-7 mol par litre. Et donc si on applique la formule pH égale moins log de H3O+, on va retrouver un pH de 7, ce qui est logique puisqu'on a affaire à de l'eau pure. Qu'est-ce qu'un diagramme de distribution? Alors on va imaginer l'expérience suivante.
où on met dans un bécher une solution d'acide faible acidifié. Acidifié parce que au tout début, on va vouloir obtenir un pH très bas, proche de 0. Et donc je vais suivre le pH à l'aide d'un pH mètre et au-dessus, à travers une burette, je vais verser une solution de base forte, par exemple une solution de soude, qui va permettre de faire augmenter le pH et le faire tendre vers 14. Donc, si l'on suit ces concentrations, on va dire, en acide et en base conjuguée en fonction du pH, voilà les courbes que l'on obtient. Donc on voit qu'au début, c'est uniquement la forme acide qui est présente, la forme basique, vous voyez, elle est nulle. Et au fur et à mesure que le pH augmente, la forme acide va diminuer à un moment donné et donc va être compensée par l'augmentation de la forme basique. Lorsque, ça on va le démontrer dans la diapo suivante, lorsque le pH sera égal au pKa du couple AH à-, on aura l'égalité, c'est-à-dire autant de forme acide que de forme basique. Au-delà de pH égale pKa, c'est la forme basique qui va dominer par rapport à la forme acide. Lorsque le pH sera largement supérieur au pKa, ce sera la forme basique qui sera uniquement présente et il y aura quasiment plus de forme acide. Qu'est-ce qu'un diagramme de prédominance ? Alors reprenons notre équation avec ici un acide faible AH qui réagit avec de l'eau pour former donc la base conjuguée et l'ion oxonium. On va exprimer donc la constante d'acidité de cette réaction là. On peut dire que c'est la concentration en A- qui multiplie la concentration en H3O+ divisé par la concentration en AH. Je fais passer cette égalité sous l'opérateur log base 10, donc ça me fait log de Ka égale log de A- sur AH plus log de H3O+. Alors j'ai volontairement distingué H3O+ de A- et H parce qu'en fait là je vais faire apparaître le pH. Pour ça, il suffit de faire passer log de H3O+ de l'autre côté de l'égalité, donc ça devient moins log de H3O+, et je fais la même opération pour log de Ka qui devient moins log de Ka. Lui par contre il est inchangé, et là on reconnaît donc pH et ici pKa, donc je peux écrire que pH égale pKa plus log de la concentration en A- qui divise la concentration en AH. Ça va nous permettre de comparer pH par rapport à pKa. C'est-à-dire que si ma concentration à A- est supérieure à celle de H, l'argument du log là, il sera supérieur à 1, donc le log aura une valeur supérieure aussi à 1, donc le pH sera plus grand que le pKa. Ainsi, on va tracer ce qu'on appelle donc le diagramme de prédominance, qui permet de faire quoi? En fait, donc c'est une échelle horizontale en pH et on fait apparaître ici le pKa en fonction du pH, donc le pKa propre au couple AH A-, et en fonction du pH, on va pouvoir connaître quelle est l'espèce acide ou basique du couple qui prédomine, ou on dit aussi qui est majoritaire. Alors prédomine, c'est juste quel est celui qui est supérieur. Alors si A- est plus grand que AH, donc le pH va être supérieur au pKa, donc on est bien dans la zone verte là, et inversement, si AH est supérieur à A-, donc là on aura une valeur inférieure à 1, donc le log va être négatif, donc le pH sera inférieur à pKa. Et après on considère que si A- par exemple est 10 fois plus grand que H, mais là on va dire que A- est majoritaire, et donc ça implique que le pH va être supérieur à pKa plus 1, puisque, je ne sais pas si vous avez vu ça en maths, log 10 ça vaut 1. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction. Donc vous vous rappelez, on avait imaginé l'expérience suivante où on avait 3 solutions d'acide, acide chlorhydrique, acide lactique et acide éthanoïque, avec la même concentration en soluté apportée de 1,10-2 mol par litre. Mais en mesurant le pH, on constatait des différences, puisqu'on voyait que l'acide chlorhydrique était l'acide le plus fort, ensuite on avait l'acide lactique, puis l'acide éthanoïque. Donc la question c'était pourquoi le pH des solutions sont-ils différents malgré la même concentration apportée en acide. Donc la réponse maintenant qu'on a vu le cours, on peut la donner, c'est déjà l'acide chlorhydrique va être le plus fort parce que c'est un acide fort. Donc il va entièrement se dissocier dans l'eau. Par contre, les acides lactiques et éthanoïques sont des acides faibles. Et l'acide lactique a un pKa de 3,9 tandis que l'acide éthanoïque a un pKa de 4,8. Donc l'acide lactique est plus fort que l'acide éthanoïque, même si tous les deux sont faibles. C'est pour ça que le pH là sera plus faible, plus petit, plus proche de 0 que celui de l'acide éthanoïque. Maintenant, on peut essayer de comprendre comment calculer justement ces valeurs de pH. Alors là, je vous écris l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, qui forme donc la base conjuguée, et l'ion oxonium. Pour l'acide fort, on a bien vu que l'acide va entièrement se dissocier dans l'eau.
Donc la concentration finale en H3O+, sera égale à la concentration initiale en soluté apporté, donc en acide. Ainsi, le pH va être égal à moins log de C. Donc comme C vaut 1 10-2, on aura 2. Pour les acides faibles, la réaction ne va pas être totale, c'est une réaction équilibrée. Donc je vais exprimer ici la constante d'acidité. Et donc on l'a vu, les concentrations en H3O+, et H- vont être identiques, donc je peux remplacer le numérateur par H3O+ au carré, et la concentration à l'équilibre de H, ça va être la concentration initiale moins la concentration de ce qui a disparu, puisque ça correspond à ce qui s'est formé ici. Le but, c'est de trouver la concentration en H3O+. Donc là, on devrait résoudre une équation du second degré. Pour nous simplifier la chose, on va faire une hypothèse. On va considérer que la concentration initiale en soluté apportée est bien plus grande que la concentration en H3O+. Et donc, je vais pouvoir écrire que Ka est égal à H3O+ au carré divisé par C. Donc, je néglige H3O+ par rapport à C. Maintenant, je vais pouvoir résoudre cette équation et dire que la concentration en H3O+, c'est racine de Ka fois C. Je vais appliquer cette formule pour les deux acides. Commençons par l'acide lactique. Donc, si je fais le calcul de H3O+, ça me fait racine de K, donc 10 puissance moins 3,9 fois C, 1 10-2, et donc je trouve 1,12 10-3 mol par litre. Une fois que j'ai H3O+, je peux calculer le pH en faisant moins log de H3O+, et je trouve 2,95. Donc vous voyez, je suis relativement proche de la valeur mesurée. De la même façon, pour l'acide éthanoïque, je vais faire le calcul suivant, donc 10 puissance moins 4,8 que multiplie 1 10-2, et on trouve 3,98 10-4 mol par litre. Et si je fais moins log de cette valeur-là, je trouve un pH de 3,4, pareil, qui est très proche de la valeur mesurée. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute beauté.